La poussière dansait dans les rayons de soleil qui traversaient les fenêtres cintrées de la Société royale des antiquaires. Le silence régnait en maître, brisé seulement par le grattement des plumes et le bruissement du vélin. Personne ne prêtait attention à une femme en robe de mousseline délavée qui triait la pile des rejets. Ils auraient dû. Car lorsque le duc de Waverley a déclaré avec assurance qu'un manuscrit romain était illisible, il l'a fait devant les plus grands esprits d'Oxford, et il a commis l'erreur de se moquer d'elle. Diana Linfield se massa le pouce droit pour soulager une crampe. Ses jointures étaient perpétuellement tachées d'encre de gale de chêne. Une couleur sombre, comme un bleu, qu'aucun savon à la soude ne pouvait jamais entièrement effacer. C'était un risque du métier, dont elle ne se souciait plus depuis longtemps. La société se souciait des gants blancs immaculés et de la peau douce et sans défaut. Mais la société ne payait pas la note de l'épicier. La traduction, si, ou plutôt, la traduction fantôme pour des hommes diplômés d'Oxford. Des hommes qui n'avaient pas la compétence de base pour comprendre un ablatif absolu complexe. Elle était assise dans le coin le plus exposé au courant d'air de la bibliothèque de la Société royale des antiquaires. Le docteur Charles Merriweather, son employeur, était endormi à la grande table en chêne. Il était censé être le plus grand expert de Londres en antiquité romaine. Il avait bu une quantité excessive de Porto à son club la nuit précédente. Sa tête reposait maintenant lourdement sur une pile de traductions préliminaires. Des traductions que Diana avait terminées avant l'aube. C'était un arrangement cynique. Diana le savait. Elle possédait l'esprit d'une brillante classiciste. Un héritage de son père. Il avait été bien meilleur pour enseigner le grec et le latin à sa fille unique que pour gérer ses finances. Quand il est mort, il lui a laissé une montagne de dettes et un esprit trop vif pour un poste de gouvernante tranquille. C'est alors qu'elle a trouvé Merriweather. Il avait besoin d'une assistante brillante pour maintenir sa façade académique. Elle avait besoin d'un toit au-dessus de sa tête. Il se méprisait. Mais l'argent changeait de main le vendredi après-midi. Alors Diana gardait le silence. Habituellement, des bruits de pas brisèrent le silence étouffant de la bibliothèque. Ce n'étaient pas les pas traînants et hésitants des vieux universitaires. Les bottes qui frappaient le sol en marbre étaient décisives. Lourdes avec une cadence militaire. Diana ne leva pas les yeux immédiatement. Elle garda les yeux fixés sur les bords effrités du parchemin devant elle. Elle trempa sa plume, refusant d'être distraite. Mais l'atmosphère dans la pièce changea instantanément. Plusieurs jeunes érudits se levèrent précipitamment. Les chaises grincèrent violemment contre le plancher. Merriweather renifla et se réveilla en sursaut. Il essuya un filet de bave sur son menton et tenta frénétiquement de redresser sa cravate froissée. Diana s'autorisa enfin un regard. Dominique, le duc de Waverley, avait une réputation. Une réputation qui le précédait généralement de plusieurs minutes dans n'importe quelle pièce. Il était assez riche pour acheter toute la société des antiquaires et la transformer en écurie privée, et assez cynique pour y penser sérieusement. Il avait passé 4 ans à se battre dans la péninsule. Il n'en était pas revenu avec une malle pleine de médailles, mais avec une légère claudication qu'il tentait de cacher, et une profonde intolérance pour les manières de l'aristocratie londonienne. Il se tenait sur le seuil, flanqué de 2 laquais costauds. Il tenait un coffre cerclé de fer. Waverley semblait complètement déplacé au milieu des étagères poussiéreuses et des érudits en tweed. Son manteau bleu foncé sur mesure épousait parfaitement ses larges épaules. Ses cheveux sombres étaient coiffés en arrière dans un style négligé. Un style qui avait probablement pris 1 heure à son valet. Mais ce sont ses yeux qui attirèrent l'attention de Diana. Ils étaient d'un gris vif et froid. Ils balayaient la pièce avec un dédain absolu et non dissimulé. « Docteur Merriweather », dit Waverley. Sa voix était un baryton grave, qui fendait l'air poussiéreux comme une lame. « On m'a dit que je vous trouverais ici, soi-disant en plein travail. » Merriweather s'avança en trébuchant. Il s'inclina si bas qu'il faillit basculer. « Votre grâce, un honneur inattendu, vraiment. Nous travaillons toujours dans la vigne de l'histoire, pour ainsi dire. » Diana leva les yeux au ciel, son regard retombant sur son parchemin. « La vigne de l'histoire » Merriweather ne saurait pas distinguer un vignoble d'un champ de choux, sauf si on le lui versait dans un verre en cristal. « Épargnez-moi la poésie » l'interrompit Waverley. Il fit un geste à son laquais. L'homme hissa le lourd coffre sur la table principale, avec un bruit sourd. Un nuage de poussière s'éleva dans l'air. Le régisseur de mon domaine a découvert une crypte romaine, sous les fondations de ma propriété secondaire à Bath.
La plupart du contenu n'était que débris de poterie et vieilleries. Mais il y avait un coffret à l'intérieur. Et à l'intérieur de ce coffret, il hocha la tête. Et l'un des laquais ouvrit le coffre. Chaque érudit dans la pièce se dirigea vers la table, comme des chiens affamés vers les restes d'un boucher. Même Diana sentit une lueur de curiosité, une véritable trahison. Bath était aquae sulis pour les Romains. Si un coffret scellé avait survécu intact dans la boue, il pouvait contenir n'importe quoi. Des journaux de bord militaires, de la correspondance personnelle, des tablettes de malédiction. Il semble que ce soit un manuscrit, dit Waverley, en regardant les érudits s'attrouper. Il avait l'air profondément ennuyé, scellé à la cire et remarquablement bien conservé grâce au manque d'oxygène dans le boîtier. Le British Museum m'en a offert une petite fortune, sans même l'avoir vu. « Et vous l'avez apporté ici ?» demanda Merryweather, la voix tremblante de cupidité. « Je veux d'abord le faire traduire, » répondit Waverley. « Si c'est une œuvre philosophique profonde, je pourrais le garder. Si c'est un registre de vente de céréales, le musée peut l'avoir, et grand bien lui fasse. Le Premier ministre m'a assuré que vous étiez l'homme de la situation, Merryweather. J'attends un résumé préliminaire d'ici 1 heure. Je n'ai pas toute la journée. » Merryweather pâlit. Ses yeux se tournèrent nerveusement vers le coin sombre où Diana était assise. Elle lui offrit un sourire pincé, qui ne lui fut d'aucune aide. Qu'il transpire un peu. « D'ici 1 heure, votre grâce, » balbutia Merryweather. Des dialectes si anciens, la détérioration de la syntaxe, cela demande une étude délicate et délibérée. « Ouvrez-le, » ordonna Waverley, ignorant complètement l'excuse. Merryweather plongea ses mains tremblantes dans le coffre. Il en sortit avec précaution un épais rouleau de vélin. Il était en effet magnifiquement conservé. L'encre sombre contrastait avec la peau pâle et vieillie. Merryweather déroula les premiers centimètres. Il le fixa. Son front se plissa. Il ajusta ses lunettes, approchant son visage à quelques centimètres du texte. Diana vit la couleur quitter complètement le visage de son employeur. Il était complètement dépassé. Le silence dans la pièce s'étira. Il devenait de plus en plus lourd et étouffant à chaque seconde. Merryweather allait échouer, et il allait s'humilier devant l'un des hommes les plus puissants et impitoyables d'Angleterre. Diana ressentit une pointe de plaisir, vive et vengeresse. Puis, Merryweather la regarda de nouveau. Le désespoir dans ses yeux était à vif. Il fit un petit mouvement de tête presque imperceptible en direction du manuscrit. « Aidez-moi. » Diana le laissa souffrir encore 10 secondes. Elle prit son temps pour essuyer l'excès d'encre de sa plume. Elle s'arrêta à son lourd encrier de verre. Ce n'est qu'alors qu'elle se leva de son tabouret. Sa robe délavée bruissa doucement alors qu'elle traversait la vaste pièce résonnante. Le cercle d'érudits s'écarta légèrement, purement par accident, alors qu'elle s'approchait du coude de Merryweather. Elle ne regarda pas le duc. Elle ne regarda que le vélin sur la table. C'était une écriture tentaculaire, agressive. Pas les lettres capitales nettes et standardisées des décrets officiels, mais la cursive rapide et inclinée de quelqu'un qui écrit dans une hâte furieuse. C'était personnel. C'était violemment en colère. « Alors ?» demanda Waverley, sa patience s'effritant visiblement. « Est-ce une épopée? Un traité juridique? Une recette de sauce de poisson fermentée ?» Merryweather s'éclaircit la gorge, un son pathétique dans la pièce caverneuse. « C'est très irrégulier, votre grâce. Le latin est dégénéré, post-classique peut-être, ou fortement localisé. Je vois le mot imperator, mais le contexte environnant est confus. Le ton de Waverley était dangereusement plat. Vous êtes payé une allocation exorbitante par la couronne, Merryweather, pour démêler ces choses. » Diana se pencha un peu plus près du texte. Elle n'avait pas l'intention de parler. C'était un réflexe, né d'années à corriger les élèves en difficulté de son père. « Ce n'est pas confus, » murmura-t-elle, sa voix portant à peine au-dessus de la respiration lourde des universitaires anxieux. « C'est un colloquialisme militaire, de l'argot de camp. » Les mots tombèrent dans la pièce silencieuse, comme des pierres dans un étang de verre. Toutes les têtes se tournèrent brusquement vers elle. Merryweather avait l'air de vouloir que le plancher s'ouvre et l'avale tout entier. Waverley se tourna lentement. Il regarda Diana comme s'il la voyait pour la toute première fois. Ses yeux gris et froids balayèrent ses doigts tachés, sa robe sévèrement simple, la mèche de cheveux bruns s'échappant de son chignon pratique. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire lent et dévastateur.
C'était un regard de pure condescendance aristocratique. « Et qui est-ce » demanda Waverley, s'adressant à Merryweather, mais gardant les yeux fixés sur Diana. « Votre soubrette a des opinions sur la linguistique militaire romaine? Elle n'est que ma copiste, votre grâce, queena Merryweather, essayant de bloquer physiquement Diana de la table avec son épaule. Une simple fille, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Clairement, traîna Waverley. Il croisa les bras sur sa large poitrine. Le sourire s'approfondit, s'installant au coin de sa bouche. Elle ne sait pas lire le latin. Allez, filez, ma petite. Laissez l'histoire aux hommes qui la comprennent vraiment. Une étincelle chaude et vive de pure fureur s'enflamma dans la poitrine de Diana. Elle avait passé 5 ans à ravaler sa fierté, 5 ans à regarder des hommes incompétents voler son travail, ses mots et son intelligence, simplement parce qu'ils possédaient un manteau sur mesure et une adhésion à un club. Elle avait survécu avec des miettes pendant qu'ils dînaient de steak. Elle en avait complètement fini de mourir de faim. Diana ne recula pas. Elle contourna Merryweather, se plantant fermement au bord de la grande table en chêne, juste en face du duc de Waverley. Elle affronta son regard gris et froid avec une férocité flamboyante qui lui était propre. « C'est une lettre », dit Diana. Sa voix n'était plus un murmure. Elle était claire, résonnante, et empreinte d'une autorité qui fit tressaillir les érudits environnants. Écrite par un tribun supérieur de la 20e Légion, Valeria Victrix. Imposte en Bretagne vers l'an 61, à l'époque de la rébellion de Boadicée. Le sourire de Waverley vacilla légèrement. Juste une fraction. Diana baissa les yeux sur la cursive tentaculaire. Elle lisait l'ancienne colère amère aussi facilement qu'elle lisait le journal du matin. Il écrit à son frère à Rome. Elle continua, son doigt taché d'encre traçant l'air au-dessus du délicat vélin sans le toucher. Il est furieux. Le docteur Merryweather a vu le mot imperator et a supposé que c'était un décret formel. Ce n'est pas le cas. Le tribun est brutalement sarcastique. Diana prit une profonde inspiration, laissant le rythme de la langue morte remplir ses poumons. Quand elle prononça le latin à voix haute, ce n'était pas le chant rigide et ecclésiastique des érudits. C'était vivant. C'était en colère, rythmé et douloureusement humain. Lucius fratri suo salutem. Si sicin luto Britannico diutius maneo, puto me ipsum imperatorem fieri posse. Facilius est porcos regere quam hos barbaros, et multo facilius quam nostros duces audire. Elle ne trébuqua sur aucune syllabe. Sa prononciation était impeccable, tranchante avec les consonnes dures de l'air classique. La pièce était paralysée. La mâchoire de Merryweather pendait littéralement. Diana croisa de nouveau le regard de Waverley. « Votre grâce préfère-t-elle une traduction littérale ou le véritable esprit du texte ?» Waverley la dévisagea. Le sourire avait entièrement disparu. À la place, il y avait un regard d'une concentration intense et aiguisée. « L'esprit, dit-il doucement. « Très bien. » Diana redressa les épaules. Lucius envoie ses salutations à son frère. « Si je reste plus longtemps dans cette boue britannique, je pense que je pourrais me déclarer empereur. Il est plus facile de gouverner des porcs que ces barbares, et bien plus facile que d'écouter nos propres commandants. Nous gelons. Nos provisions ont été volées par des locaux qui nous souriaient en le faisant. Et le général insiste pour que nous marchions en carré parfait pendant que l'ennemi se cache dans les tourbières. Envoie du vin. Si tu ne peux pas envoyer de vin, envoie une dague pour que je puisse mettre fin à ma propre misère avant que l'humidité ne me ronge les pieds. » Elle s'arrêta. Le silence dans la société royale des antiquaires était absolu. C'était un silence lourd, étouffant. Le son de vision du monde profondément ancré, se brisant en 1000 morceaux irréparables. Personne ne respirait. Le tic-tac de l'horloge de parquet dans le coin sonnait comme le marteau d'un forgeron frappant une enclume. Diana recula de la table. Elle regarda le cercle d'universitaires pâles et sans voix, puis, enfin, le duc. Waverley ne regardait plus le manuscrit. Il la regardait, elle. La condescendance avait disparu, remplacée par une expression qui ressemblait inconfortablement à de l'admiration. « Si vous souhaitez le vendre au musée, votre grâce, » dit Diana, son ton poli, détaché et complètement froid. « Je vous suggère de leur dire qu'il fournit un aperçu primaire vital sur les échecs logistiques de la chaîne d'approvisionnement romaine. Ils paieront grassement pour la misère d'un soldat mort. » Elle tourna le dos au duc de Waverley, retourna dans son coin venteux, s'assit et reprit sa plume.
Les érudits royaux restèrent complètement sans voix, et pour la première fois de sa vie cynique et infiniment blasée, le duc de Waverley n'eut pas un seul mot à dire en réponse. La pluie fouettait la seule vitre du logement exigu de Diana à Bloomsbury. Elle brouillait les lumières à gaz de la rue, en traînées jaunes et floues. Elle était assise, enveloppée dans son unique châle de laine. Elle se frottait les mains nues pour chasser le froid humide qui semblait installé en permanence dans le plancher. Sur la petite table en sapin devant elle se trouvait une seule feuille de papier. C'était un renvoi. Merryweather l'avait écrit lui-même. Son écriture habituellement soignée était nerveuse et frénétique, pleine de panique résiduelle. Il l'accusait d'insubordination, de vol de propriété intellectuelle et d'un manque total de bienséance féminine. Il avait également joint une demi-semaine de salaire. C'était moins un geste de bonne volonté qu'un pot de vin désespéré pour s'assurer qu'elle ne revienne jamais à la société des antiquaires. Diana fixa les 2 shillings d'argent posés sur le papier. Il captait la faible lumière de sa bougie de suif vacillante. 2 shillings. C'était assez pour du pain, et peut-être un peu de charbon de mauvaise qualité pour la semaine. Après ça, elle rejoindrait les masses invisibles et désespérées de femmes à Londres, celles qui ne possédaient ni mari ni fortune. Elle ne ressentait aucun regret. Le regret était un luxe pour les gens qui avaient le choix. Quand elle fermait les yeux, elle voyait encore le regard de choc total sur les visages de ces universitaires pompeux. Elle se souvenait du poids de la colère de l'ancien Romain sur sa langue, de la morsure aiguë des consonnes latines. Cela valait bien 2 shillings. Un coup sec et autoritaire à la porte de la rue en bas la fit sursauter. Il était près de 10 heures du soir. Les visiteurs respectables ne se rendaient pas dans les pensions de Bloomsbury à cette heure. Diana écouta sa logeuse, Madame Gable, descendre le couloir étroit en grommelant. La porte d'entrée gémit en s'ouvrant, suivie d'un bref échange de voix. L'une était la protestation stridente de Madame Gable. L'autre était un baryton calme et sombre qui envoya un étrange frisson involontaire le long de la colonne vertébrale de Diana. Des pas montèrent les escaliers. Ils étaient lourds, mesurés et totalement inflexibles. Sa porte ne s'ouvrit pas poliment. Elle s'ouvrit en grand, révélant le duc de Waverley qui remplissait l'encadrement étroit. Il portait un lourd manteau de conduite en laine, les épaules sombres de pluie. Il n'avait pas de chapeau, et ses cheveux sombres collaient à son front. Dans les confins oppressants de sa chambre minuscule, il paraissait massif, dangereux et complètement déplacé. « Votre logeuse, » dit Dominique, en entrant et en fermant la porte derrière lui d'un clic décisif, « a l'impression que je suis ici pour compromettre votre vertu. Je lui ai donné un billet de 5 livres pour apaiser son indignation morale. » Diana se leva lentement, serrant plus fort le châle de laine autour de ses épaules. Son cœur battait la chamade contre ses côtes, mais elle força son menton à se relever, refusant de rompre le contact visuel. « Si vous êtes venu me crier dessus au nom de Merryweather, votre grâce, vous perdez votre temps. Il a déjà mis fin à mon emploi. » Dominic jeta un coup d'œil à la table, remarquant la lettre et les 2 misérables shillings. Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. Merryweather est un imbécile qui ne pourrait pas traduire une enseigne de pub, même si elle était écrite en anglais. Je l'ai renvoyé cet après-midi. Ça brisa son stoïcisme bien rodé. Diana cligna des yeux. « Vous l'avez renvoyé? Il n'est pas votre employé. Je suis le principal bienfaiteur de la Société royale des antiquaires, » dit calmement Dominique en déboutonnant son lourd manteau et en le retirant. Il le drapa nonchalamment sur le dossier de sa seule chaise libre. « Je finance leurs expéditions. J'achète leur beau immobilier. Quand je suggère qu'un certain docteur en antiquité est un imposteur qui compte sur sa copiste sous-payée pour penser à sa place, le conseil d'administration a tendance à être d'accord avec moi. » Il s'avança plus loin dans la pièce, ses yeux gris et froids, balayant ses maigres possessions. Le lit étroit, le tapis usé, les piles de grammaire latine et grecque lourdement annotées, empilées précairement dans le coin. Il ne regardait pas avec pitié. Il regardait avec l'évaluation calculatrice d'un quartier-maître inspectant un champ de bataille. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Diana, la voix tendue. Dominic s'arrêta devant sa table. Il ramassa l'un des shillings d'argent, le retournant dans sa grande main aux longs doigts. « Parce que le coffret que j'ai apporté à la société contenait 50 autres parchemins, tous scellés aussi hermétiquement que le premier. Le British Museum les veut. Oxford les veut.
Je veux savoir ce qu'ils disent avant de les remettre à des hommes qui en expurgeront toute l'histoire. » Il laissa tomber la pièce. Elle cliqueta contre la table, le son aigu dans la pièce silencieuse. « J'ai besoin d'une traductrice, » déclara-t-il. « Quelqu'un qui lit la boue, pas seulement le marbre. Quelqu'un qui comprend que les soldats ne parlent pas en poésie quand ils meurent de froid. » Diana le dévisagea. L'audace de cet homme était stupéfiante. « Vous voulez que je travaille pour vous ? Je veux engager la seule classiciste compétente de Londres, » corrigea-t-il en la regardant dans les yeux. « Vous serez payé un salaire honnête, 50 livres pour l'achèvement du coffret. Vous travaillerez dans ma bibliothèque à Mayfair. Vous aurez un repas chaud chaque jour et un feu qui ne sent pas la graisse animale bon marché. » Il jeta un coup d'œil à sa bougie vacillante avec un léger dégoût. 50 livres. C'était une somme stupéfiante. C'était l'indépendance. C'était un appartement décent, des manteaux d'hiver et de la viande le dimanche. C'était aussi une invitation dans la maison privée d'un duc célibataire et notoirement impitoyable. « Je suis une femme célibataire, votre grâce, » dit Diana, sa voix prenant un ton prudent et cynique. « Si l'on me voit entrer chaque jour dans votre maison de Londres, la société en tirera une conclusion très spécifique et très ruineuse. » Dominique ricana, un son bref et sombre. La société pense déjà que je suis un bâtard ruiné et misanthrope. Laissez-les parler. Je fournirai une voiture avec les armoiries de Waverley. J'engagerai une chaperonne pour s'asseoir dans un coin et tricoter si cela préserve vos délicates sensibilités. Mais je soupçonne, mademoiselle Linfield, que vous vous souciez de l'opinion de la société exactement autant que moi. Il avait entièrement raison, et elle le détestait un peu de le voir si clairement. Diana regarda la lettre de renvoi, puis le duc. Il ne la regardait pas avec désir ou pitié, ni avec la cruauté désinvolte à laquelle elle était habituée de la part des hommes de son rang. Il proposait une transaction entre égaux. « J'exige un bureau convenable, » dit Diana, son ton se durcissant pour devenir professionnel. « Je ne travaillerai pas sur une table à thé. J'ai besoin d'encre de gale de chêne fraîche, pas de la bouillie diluée que Merryweather achetait. Et j'exige le droit de refuser une traduction si je trouve le matériel dégradant. » Les lèvres de Dominique tressaillirent. Ce n'était pas le sourire arrogant de la bibliothèque. C'était un aperçu authentique et fugace de respect. « Accordé, » dit-il doucement. Il plongea la main dans son gilet, en retira un lourd parchemin plié et le posa à côté des shillings. « Un contrat formel. Ma voiture viendra vous chercher demain à 8 heures. » Il se tourna et se dirigea vers la porte, récupérant son manteau humide. Il ne se retourna pas en l'ouvrant. « Bonne nuit, mademoiselle Linfield. Essayez de ne pas vous déclarer empereur avant le matin. » Waverley House était une forteresse de calcaire et d'acajou, un contraste frappant avec l'architecture fragile et pleine de courants d'air du monde habituel de Diana. Elle fut introduite par de lourdes portes doubles par un majordome stoïque qui traita son arrivée avec l'indifférence exercée d'un homme qui ne posait aucune question. La bibliothèque était à couper le souffle. Elle s'étendait sur toute l'aile ouest du rez-de-chaussée, sentant richement la cire d'abeille, le papier ancien et une légère touche de bois de santal. Des étagères du sol au plafond gémissaient sous le poids de milliers de volumes. Mais contrairement au bureau chaotique et poussiéreux de Merryweather, cette pièce était un sanctuaire de connaissances méticuleusement organisé. Au centre de la pièce se trouvait un immense bureau en acajou à pied de griffon. Le coffre romain, cerclé de fer, reposait en sécurité sur une table d'appoint. Dominic était déjà là. Il était assis dans un fauteuil à oreilles en cuir près d'une cheminée rugissante, sa mauvaise jambe tendue devant lui. Il ne portait pas de manteau aujourd'hui, seulement une chemise blanche impeccable et un pantalon sombre, un verre de liquide ambré en équilibre sur l'accoudoir. Il ressemblait moins à un duc qu'à un soldat fatigué, se reposant entre deux marches. Il ne se leva pas quand elle entra, se contentant de hocher la tête en direction du bureau. « Vos outils sont prêts, mademoiselle Linfield. » Diana s'approcha de l'espace de travail. Il avait tenu parole. Une épaisse pile de papier vélin pressé de haute qualité attendait à côté d'un lourd encrier en cristal, rempli d'encre sombre et riche. 3 plumes fraîchement taillées étaient alignées. Une chaise confortable et robuste avait été approchée du bois. C'était un environnement conçu pour un travail sérieux. Elle retira sa pelisse délavée, ignorant le tiraillement gêné de ses manches usées, et s'assit. Elle sortit le premier parchemin scellé du coffre ouvert. La cire s'effrita légèrement sous ses doigts,
cassante après des siècles. Pendant les 4 heures qui suivirent, les seuls bruits dans la vaste bibliothèque furent le crépitement du feu, le tintement occasionnel du verre de Dominique et le grattement régulier et rythmé de la plume de Diana. Le coffret appartenait à Lucius. C'était un trésor de lettres qu'il n'avait jamais envoyé, un journal d'un désespoir croissant et d'un esprit furieux et mordant. Il écrivait sur la pluie britannique incessante, l'incompétence de ses officiers supérieurs et les terrifiants guerriers peints qui émergeaient du brouillard pour massacrer les patrouilles romaines avant de disparaître à nouveau dans les arbres. Diana traduisait avec une concentration féroce et dévorante. Elle ne se contentait pas de lire les mots, elle habitait l'esprit du soldat. Elle lissait la grammaire frénétique, capturant la terreur brute et l'humour noir qui lui servait de seule défense contre la folie. « Nous avons perdu 3 autres hommes dans les tourbières hier », écrivit Diana, sa main se déplaçant rapidement sur le papier. « Le centurion prétend qu'ils ont déserté. Je sais qu'ils ont coulé. La terre ici nous déteste autant que les gens. J'ai échangé mon miroir de bronze contre une paire de chaussettes en laine épaisse, tissées par une femme du pays. Je soupçonne qu'elle les a maudites, mais mes orteils sont enfin au chaud, alors les dieux peuvent se disputer mon âme. » Elle s'arrêta, reposant sa main endolorie, et laissa échapper un léger soupir involontaire. « Mauvaise nouvelle du front ?» Diana sursauta légèrement. Elle n'avait pas réalisé que Dominique s'était déplacé. Il se tenait près du bord du bureau, regardant sa traduction. Il sentait la pluie et le linge propre. « Lucius perd sa foi en l'Empire », murmura Diana, traçant le bord de l'ancien parchemin. Il réalise que civiliser le monde consiste principalement à rester dans l'eau glacée et à attendre de mourir. L'expression de Dominique s'assombrit. La froideur dans ses yeux se transforma en quelque chose de lourd et de profondément familier. Il tendit la main, ses doigts effleurant légèrement le bord de sa page fraîchement écrite. La prise de conscience que vos commandants vous considèrent comme de la viande consommable est une pilule difficile à avaler. Cela arrive généralement vers le 3e mois d'une campagne d'hiver, quand les lignes de ravitaillement échouent et que la gloire se lave dans la boue. Diana leva les yeux vers lui. Elle se souvint des rumeurs, de la péninsule, des sièges brutaux, de la légère claudication qu'il s'efforçait de dissimuler. Il ne parlait plus de la Bretagne romaine, il parlait de l'Espagne. « Avez-vous écrit des lettres que vous n'avez jamais envoyées, votre grâce ?» demanda-t-elle. La question lui échappa avant que son filtre professionnel ne puisse la rattraper. C'était trop personnel, trop indiscret, pour qu'une employée le demande à un duc. Dominique ne tressaillit pas. Il n'offrit pas une dérobade aristocratique polie. Il la regarda droit dans les yeux, l'armure cynique tombant juste une fraction de seconde. « J'écrivais des listes, dit-il doucement. Des hommes que nous avions enterrés. Je pensais que si j'écrivais leur nom, le ministère de la guerre ne pourrait pas prétendre qu'ils n'avaient jamais existé. J'avais bien sûr entièrement tort. » Il retira sa main du bureau, le masque lourd et imposant du duc de Waverley se remettant en place sans heurts. « Continuez à traduire, mademoiselle Linfield. Voyons si notre ami Lucius survit à l'hiver. » Il se tourna et retourna vers le feu, sa claudication légèrement plus prononcée qu'auparavant. Diana le regarda partir. Elle baissa les yeux sur le parchemin, la colère d'un soldat romain mort la fixant. Elle trempa sa plume dans l'encre fraîche. Le travail n'était plus seulement un emploi. C'était une excavation du deuil, reliant des siècles de boue, de sang et d'hommes envoyés mourir sous la pluie. Elle se remit à écrire, le grattement de sa plume correspondant au tic-tac rythmé de l'horloge de parquet dans le coin. Le silence entre eux n'était plus vide. Il était rempli du poids de fantômes partagés et silencieux. Les semaines se fondirent en une routine calme et rythmée entre les murs de Waverley House. Le choc de l'arrangement s'estompa, remplacé par le travail constant et exigeant de l'histoire. Diana arrivait chaque matin à 8 heures dans une voiture portant les armoiries de Waverley. Elle ignorait les chuchotements de ses voisins. Elle ignorait les regards scandalisés des balayeurs de rue. La bibliothèque était devenue son monde entier. Ils se disputaient sur les traductions. Ce n'était pas la chamaillerie d'un employeur et d'une subordonnée, mais l'affrontement intellectuel aigu d'ego. Cela signifie bagage, insista Diana un mardi après-midi, tapotant le bout de sa plume contre une feuille de vélin particulièrement tenace. Il se plaint de l'impedimenta. Le train de ravitaillement. Dominique se pencha sur son bureau. Il se tenait assez près pour qu'elle puisse sentir le savon à la bergamote qu'il utilisait et la légère odeur métallique de l'encre.
Il pointa un long doigt calleux sur un groupe de caractères latins serrés. Regardez le contexte, Diana. Il avait abandonné la mademoiselle Linfield au cours de leur 2e semaine, une victime des nuits tardives et de l'épuisement partagé. Il dit que l'impédimental est saigne à blanc. On ne saigne pas pour des chariots de céréales. Il parle des suiveurs de camp. Les épouses, les marchands, les parasites qui suivent une armée en marche et la ralentissent. C'est une réalité militaire. Le train de bagages n'est pas seulement du bois et de la toile, ce sont des gens. Elle regarda à nouveau le texte. Elle détestait quand il avait raison. Surtout parce que cela arrivait avec une fréquence frustrante lorsqu'il s'agissait de la laide logistique de la guerre. Elle barra sa ligne précédente et la réécrivit. « Très bien », marmonna-t-elle. « Les bagages humains. » Lucius est terriblement agacé que la femme du forgeron continue de ralentir l'avant-garde. Dominic laissa échapper un petit rire rauque. Il retourna à son fauteuil près du feu, ramassant son journal abandonné. C'étaient ces moments, les corrections désinvoltes, le silence partagé, qui semblaient infiniment plus dangereux pour Diana que les commérages dans les rues. Elle commençait à l'apprécier. C'était une complication terrible et périlleuse. Les lourdes portes en acajou de la bibliothèque s'ouvrirent violemment. Grave, le majordome habituellement imperturbable recula en trébuchant dans la pièce, essayant désespérément de bloquer le passage d'un homme au visage rouge et furieux, vêtu d'un manteau prune très ajusté. « Je vous l'ai dit, Lord Caldecott, sa grâce ne doit pas être dérangée, » dit Graves, sa voix s'efforçant de maintenir sa cadence professionnelle. « N'importe quoi. Waverley est toujours dérangé, » rétorqua Caldecott, dépassant le vieil homme d'une brutale poussée d'épaule. Il entra au centre de la bibliothèque, sa canne frappant le plancher comme un marteau de juge. Diana se figea. Sa main se resserra si fort sur sa plume que la plume se cassa. Lord Caldecott était un administrateur principal du British Museum et un homme qui maniait son influence héritée comme une matraque. Il s'arrêta brusquement, ses yeux bleus pâles passant de Dominique, qui abaissait lentement son journal, à Diana, assise, figée, derrière l'imposant bureau en chêne. Le visage de Caldecott se tordit en un rictus de compréhension profonde et laide. « Eh bien » traîna Caldecott, s'appuyant sur sa canne à pommeau d'argent. « Merryweather a dit que vous aviez perdu la tête, Waverley. Je supposais que ce n'était que votre misanthropie habituelle, mais je vois que vous avez décidé de transformer votre bibliothèque en bordel. Un bordel très lettré, je suppose, mais un bordel quand même. » Le silence qui suivit fut absolu. Ce n'était pas le calme d'une bibliothèque. C'était comme la chute de pression juste avant qu'un canon ne tire. Dominic ne se leva pas immédiatement. Il plia son journal avec une lenteur délibérée et exaspérante. Il le posa sur la petite table à côté de sa chaise. Quand il se leva enfin, sa claudication avait complètement disparu, avalée par une tension pure et contenue. « Grave, » dit Dominique, sa voix totalement dépourvue d'émotion. « Vous pouvez nous laisser. » Le majordome s'inclina précipitamment et referma la porte, les scellant à l'intérieur. « Je suis venu pour le coffret, » dit Caldecott, bien que son assurance ait légèrement faibli. Il bomba le torse, essayant de maintenir sa position. Le musée a un droit légal sur les artefacts historiques primaires découverts sur le sol britannique. Vous ne pouvez pas les accumuler ici pendant que vous jouez à la maisonnette avec elle. Terminez cette phrase, Caldecott. La voix de Dominique était un murmure, mais elle traversa la vaste pièce comme un coup de fouet. Il fit un pas lent et mesuré en avant. « Dites le mot. Voyons ce qui arrive à votre mâchoire si vous le dites. » Caldecott déglutit difficilement. Ses jointures blanchirent autour de sa canne. La Société des antiquaires est en émoi. Vous avez renvoyé leurs meilleurs érudits et vous êtes enfui avec des reliques inestimables. Et pourquoi? Pour qu'une copiste déshonorée puisse prétendre traduire une langue morte? C'est une insulte à la couronne. Diana se leva. Ses genoux tremblaient violemment, mais elle les verrouilla. Elle ne se cacherait pas derrière un bureau pendant que des hommes arrogants débattaient de sa valeur. « Je suis actuellement en train de traduire le 3e parchemin d'un commandant de cohorte secondaire, » dit Diana, sa voix résonnant claire et glaciale. Il détaille les défauts architecturaux du fort romain de Camulodunum. Des défauts que le docteur Merryweather, dans son infinie sagesse, avait précédemment identifiés comme une recette de ragoût d'orge. Caldecott la foudroya du regard. « Taisez-vous, ma petite. C'est une affaire entre gentilshommes. »« Il n'y a qu'un seul gentleman dans cette pièce, » dit Dominique.
Il traversa la distance qui les séparait en 3 longues enjambées, envahissant l'espace de Caldecott. Il dominait le plus petit homme, le vétéran sombre et dangereux, transparaissant à travers le vernis aristocratique. Le coffret est ma propriété. Mademoiselle Linfield est mon employée. Et si jamais vous vous introduisez de force chez moi et l'insultez à nouveau, je ne prendrai pas la peine de vous provoquer en duel. Je vous battrai simplement à mort sur le trottoir devant le musée. Il fixa Caldecott, ses yeux gris impitoyables. « M'y comprenez-vous, Arthur ?» Caldecott recula, le visage pâle, sa canne vacillant. Il regarda l'expression meurtrière de Dominique, puis la posture inflexible de Diana. Il s'était attendu à une maîtresse apeurée et à un duc embarrassé. Il avait trouvé un peloton d'exécution. « Vous vous moquez de la société, Waverley !» cracha Caldecott, tout en continuant à reculer vers les portes. « Elle ruinera ce qui reste de votre réputation, et quand vous vous lasserez d'elle, elle n'aura plus rien. » Il se tourna et s'enfuit, les lourdes portes se refermant derrière lui. Diana se laissa retomber sur sa chaise. L'adrénaline quitta ses membres, la laissant vide et incroyablement froide. Les derniers mots de Caldecott résonnaient dans le silence soudain. « Quand vous vous lasserez d'elle, elle n'aura plus rien. » C'était la vérité brutale et sans phare de sa situation. Elle dépendait entièrement du caprice d'un duc instable. Dominic resta près de la porte un long moment. Il se passa une main sur le visage, ses larges épaules se soulevant et s'abaissant dans une lente et lourde respiration. Il se tourna et la regarda. Il ne s'excusa pas pour le comportement de Caldecott, ni n'offrit de vaines assurances. Il savait qu'elle était trop intelligente pour ça. « Camelodunum » dit Dominique doucement, en revenant vers le bureau. Il s'arrêta à quelques pas, gardant une distance respectueuse. « C'est ce que dit le 3e parchemin? Le fort a des défauts ?» Diana baissa les yeux sur ses doigts tachés d'encre. Elle hocha lentement la tête. « Lucius dit que les murs sont trop bas. Il dit qu'il n'y a pas de drainage dans le quartier Est. Si un siège dure plus d'1 semaine, ils se noieront dans leur propre boue avant que l'ennemi ne franchisse les portes. » Dominique la regarda dans les yeux. « Alors nous ferions mieux de continuer à traduire. Je veux savoir s'il survit à la boue. Le gel durcit les vitres de la bibliothèque à la fin de novembre, transformant le verre en feuilles de glace opaques et scintillantes. Le feu rugissait constamment dans l'âtre, consommant des cordes de bois, mais le froid s'infiltrait toujours par le plancher. Ils avaient atteint le fond du coffret. Il ne restait que 3 parchemins. Diana manipulait le vélin avec un soin extrême. Les seaux de cire sur ces derniers documents étaient différents, des taches hâtives et désordonnées, pressées avec un pouce plutôt qu'avec un seau. L'écriture, elle aussi, avait changé. La cursive cynique et tentaculaire de Lucius le Tribun s'était fracturée. Les lettres étaient déchiquetées, profondément gravées dans la peau. L'encre avait éclaboussé, comme si la plume avait été guidée par une main tremblante. Dominique était assis en face d'elle au bureau. Il ne se retirait plus dans le fauteuil. Depuis 3 jours, alors que les dates dans les lettres se rapprochaient de l'automne de l'an 61 après Jésus-Christ, il s'était ancré en face d'elle, les yeux fixés sur les pages qui s'effritaient. « Année du consulat de Caesenius Paetus », murmura Diana, traçant la dure ligne d'ouverture. « C'est la fin de l'été. Le ton, il est complètement brisé. » Elle trempa sa plume, son estomac se nouant en un nœud serré et lourd. Elle commença à lire le latin à voix haute, traduisant au fur et à mesure que les mots se formaient dans son esprit, sa voix tombant à un quasi-murmure dans la vaste pièce. « Ils arrivent. Les éclaireurs sont rentrés à l'aube, leurs chevaux épuisés et en sang. Il n'y a plus de chiffres, seulement une mer d'entre eux, peints en guêdes, hurlant comme les furies elles-mêmes. La reine des Icènes les mène. Boadicée. Nous pensions l'avoir brisée quand ils l'ont fouettée sur la place. Nous ne l'avons pas brisée. Nous avons forgé une épée, et maintenant elle est à nos gorges. » Diana déglutit difficilement. La terreur absolue qui suintait à travers les siècles était suffocante. Elle regarda Dominique de l'autre côté du bureau. Sa mâchoire était si serrée que les muscles tressautaient sur sa joue. Ses yeux étaient sombres, lointains, fixés sur une guerre menée il y a 1800 ans, qui semblait bien trop familière. « Continuez, dit-il. » Sa voix était graveleuse. Diana retourna au texte. La 9e Légion a disparu. Petilius Serialis est sorti à leur rencontre, cet imbécile arrogant. Ils pensaient que l'acier romain mettrait en déroute une foule de fermiers. Ils ont massacré l'infanterie dans les marais. Seule la cavalerie s'est échappée.
Nous sommes seuls à Camulodunum. Les murs sont trop bas, comme je te l'ai écrit. Les vétérans prient dans le temple de Claude. Ils pensent que le marbre les sauvera. Je sais que non. La pierre brûle quand le feu est assez chaud. Sa plume grattait furieusement contre le papier. Elle pouvait presque sentir la fumée. Elle pouvait entendre le rugissement assourdissant des tribus celtes descendant sur la colonie romaine vulnérable et non préparée. Elle prit le dernier parchemin. Il était petit, à peine un bout de vélin. Janter se coffrait sous les fondations des termes. Ludiana, sa voix commençant à trembler. Les lettres latines déchiquetées dansaient devant ses yeux. Nous nous replions sur le temple demain. La ville brûle déjà. J'entends les cris des quartiers inférieurs. Les femmes, les enfants, ils nous montrent exactement la même pitié que nous leur avons montrée. Aucune. Elle fit une pause, prenant une inspiration chancelante. Lisez la fin, Diana, ordonna doucement Dominique. Je ne reverrai pas Rome. Je ne reverrai pas le Tibre, ni les Olivrets, ni toi, mon frère. Ne prie pas les dieux pour moi. Prie pour que j'aie la force d'utiliser ma dague sur moi-même avant qu'ils ne me traînent hors des marches du temple. Valet. Diana posa la plume. Elle roula du parchemin et cliqueta sur le bureau en acajou. Le silence dans la bibliothèque était écrasant. C'était le silence d'un cimetière. Lucius était mort dans la boue et les cendres de Colchester, piégé dans un temple qui était devenu une fournaise. Son esprit cynique anéanti par la réalité brutale de l'excès d'un empire. Dominique se leva. Sa chaise grinça violemment contre le sol. Se dirigea vers la table d'appoint où se trouvait une carafe en cristal de brandy. Il en versa une bonne mesure dans un verre. Sa main, habituellement stable et absolue, tremblait, faisant teinter le lourd cristal contre le bord. Il ne le but pas. Il serra le verre, fixant le feu rugissant dans l'âtre. « Il vous parle toujours de la gloire, dit Dominique, sa voix dépouillée, dépourvue de l'armure arrogante du duc. C'était le son brut et brisé d'un soldat. Il vous parle des drapeaux et de l'honneur du régiment. Il ne vous parle jamais du bruit, du son que fait un homme quand il réalise que la cavalerie ne viendra pas. Quand il réalise qu'il n'est qu'un numéro sur un registre à Whitehall et que sa vie est échangée contre quelques mètres de terre espagnole. » Diana regarda son dos. Les larges épaules qui portaient le poids d'un duché semblaient incroyablement fragiles à la lueur du feu. Elle n'offrit pas de platitude. Elle ne lui dit pas que tout allait bien. Tout n'allait pas bien. Ça n'allait pas bien pour Lucius et ça n'allait pas bien pour Dominique. Elle se leva du bureau. Ses jambes semblaient lourdes, mais elle traversa la pièce. Elle s'arrêta à côté de lui, regardant les flammes. Lentement, délibérément, elle tendit la main. Elle ne l'agrippa pas. Elle posa simplement sa main tachée d'encre sur son avant-bras, la reposant contre la fine laine de sa manche. C'était une encre, un lien physique avec le présent. Dominique se raidit une fraction de seconde. Puis il expira une longue et frémissante respiration. Il baissa la tête, fixant sa petite main marquée de cicatrices posée sur son bras. Il ne se retira pas. Il s'appuya sur le contact, juste d'1 millimètre, transférant une fraction de son poids invisible et écrasant sur elle. « Nous avons traduit sa vérité », dit Diana doucement, levant les yeux vers son profil aigu et ombragé. Le musée aurait enterré le dernier parchemin. Ils auraient prétendu qu'il était mort héroïquement, chantant les louanges de l'empereur. Nous l'avons laissé parler. Dominique tourna la tête. Il la regarda. La distance entre eux était pratiquement inexistante. La tempête froide et grise dans ses yeux s'était transformée en quelque chose de profond, de lourd et de poignant. « Oui », murmura Dominique, son regard tombant brièvement sur ses lèvres avant de revenir à ses yeux. « Nous l'avons fait. » Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Les fantômes des morts romains et des tombés de la péninsule se tenaient silencieusement dans les coins de la bibliothèque, les laissant tous les deux entièrement, douloureusement vivants au centre de la pièce. L'encre tachait les poignets de la nouvelle blouse de Diana. C'était un vêtement impeccable à col haut qu'elle avait acheté avec son premier versement de salaire, une pièce pratique en popeline grise qui remplaçait sa mousseline usée. Elle fixa la tache sombre sur le poignet, puis baissa les yeux sur les épreuves éparpillées sur l'immense bureau en acajou. Il n'en voyait pas les parchemins traduits au British Museum. Dominique avait pris la décision 3 nuits plus tôt, debout près du feu avec un verre de brandy à la main et un air de résolution absolue et terrifiante sur le visage. Il refusait de livrer la vérité frénétique et boueuse de Lucius à des hommes comme Lord Caldecott. Des hommes qui enfermeraient le vélin dans un coffre-fort sombre
et publierait un résumé aseptisé affirmant que les soldats romains étaient morts en chantant des hymnes à l'empereur. Au lieu de cela, Waverley utilisa sa vaste fortune pour engager un imprimeur radical sur Fleet Street. Un homme habitué à imprimer des pamphlets séditieux et de la poésie interdite, qui ne se souciait guère de l'indignation de la Société royale des antiquaires. Relisez la page de titre, ordonna Dominique depuis son fauteuil habituel près de l'âtre. Il feignait la nonchalance, ses longues jambes étendues, mais ses yeux étaient vifs et entièrement fixés sur elle. Diana prit la lourde feuille d'épreuve de couleur crème. Ses mains tremblaient. Elle avait passé toute sa vie d'adulte à se cacher derrière les noms d'hommes médiocres. Elle avait vu sa syntaxe brillante et ses déductions grammaticales impeccables publiées sous des titres vantant les diplômes d'imbéciles. Elle déglutit pour faire passer le nœud serré dans sa gorge et lut à voix haute. Les lettres de Colchester, un témoignage de première main sur la rébellion de Boadicée de la 20e Légion, traduit du latin original par Diana Linfield. Elle s'arrêta. Le silence dans la bibliothèque semblait lourd, chargé d'une électricité étrange et terrifiante. « Vous avez omis votre propre nom de la couverture, » dit-elle doucement en le regardant. « Vous avez financé les fouilles. Vous avez financé l'impression. Vous êtes un duc. Si votre nom y figure, la presse hésitera peut-être à le déchiqueter. Si mon nom y figure, » répondit Dominique, sa voix un grondement bas et régulier. « Ils supposeront que j'ai fait le travail et que j'ai mis le nom de ma maîtresse sur la couverture comme une blague scandaleuse. Je ne laisserai pas votre intelligence être rejetée comme un de mes tours de salon. Vous avez fait le travail, Diana. La boue vous appartient. Je n'ai fait que fournir l'appel. » C'était la chose la plus profondément respectueuse qu'un homme lui ait jamais dite. Cela la terrifiait plus que les menaces de Caldecott ne l'avaient jamais fait. Lorsque les volumes reliés arrivèrent chez les libraires de Londres une semaine plus tard, la réaction fut immédiate et violemment explosive. La société ne voulait pas lire l'histoire de soldats romains mourant de froid dans les tourbières. Elle ne voulait certainement pas lire l'histoire d'un empire s'effondrant sous le poids de sa propre arrogance, complètement déjoué par une femme couverte de guêdes. Et elle refusait absolument, sans équivoque, d'accepter qu'une vieille fille sans le sou de Bloomsbury ait corrigé la chronologie historique fondamentale établie par les plus grands érudits d'Oxford. Le docteur Merriweather publia un éditorial cinglant et hystérique dans le Times. Il qualifia la traduction de fabrication complète. Il accusa Diana d'avoir forgé le ton émotionnel, affirmant qu'aucun soldat romain n'écrirait avec une hystérie aussi dégénérée et peu virile. Lord Caldecott fit circuler des rumeurs dans les clubs de gentlemen, selon lesquels le duc de Waverley avait perdu la tête à cause d'une harpie intrigante et manipulatrice. Diana lisait les journaux dans le sanctuaire tranquille de la bibliothèque de Waverley. Elle essayait de maintenir son armure cynique, mais la méchanceté des attaques la blessait. Ils n'attaquaient pas son érudition. Ils attaquaient son sexe, sa pauvreté et son caractère. « Arrêtez de lire ces ordures, » dit Dominique un après-midi, lui arrachant le journal des mains et le jetant dans le feu ardent. Diana regarda le papier se recroqueviller et noircir dans les flammes. « Ils vont vous ruiner, Dominique. Vous perdez du capital social d'heure en heure. La Chambre des Lords cessera de vous reconnaître. Qu'il le fasse. » Il s'approcha d'elle, sa grande silhouette bloquant la lumière de la fenêtre cintrée. Il sentait l'air froid et une eau de Cologne vive. « J'ai survécu à une baïonnette française dans la cuisse, Diana. Je pense que je peux survivre au fait d'être ignoré par quelques comptes consanguins chez Almax. » Il tendit la main, ses doigts effleurant légèrement sa mâchoire pour la forcer à le regarder. Son contact était chaud, légèrement rugueux et intensément rassurant. « La traduction est impeccable, » dit-il doucement, ses yeux gris la fixant. « Et ils le savent. Ils crient parce que vous avez prouvé qu'ils sont obsolètes. Le coffret est vide. Le travail est terminé. La question n'est plus ce qu'ils pensent de vous. La question est ce que vous avez l'intention de faire ensuite. » Le souffle de Diana se coupa. Le travail est terminé. C'était la vérité qu'elle avait farouchement évitée. Les 50 livres reposaient en sécurité dans un nouveau réticule en cuir. Les parchemins étaient enfermés dans une vitrine que Dominique avait commandée. Son contrat était rempli. Elle n'avait aucune raison de retourner à Waverley House demain à 8 heures. « Je suppose », força Diana à prononcer les mots, essayant de garder un ton vif et professionnel. « Je devrais chercher un poste de gouvernante. Avec 50 livres, je peux me permettre de déménager dans une ville respectable et... Si vous mentionnez l'enseignement du vocabulaire français à des enfants morveux,
Je vous jetterai dans le feu avec le journal, l'interrompit Dominique, sa voix tombant à un murmure dangereux et soyeux. Son pouce effleura sa lèvre inférieure, la réduisant complètement au silence. Vous ne quitterez pas cette maison, Diana. Des verres en cristal tintaient contre des assiettes en argent. La salle à manger de Waverly House était un chef-d'œuvre de richesse intimidante. Elle était illuminée par 3 immenses lustres à gaz qui projetaient de longues ombres nettes sur le papier peint damassé. Dominique était assis au bout de la longue table. Il portait un sévère habit de soirée noire qui le faisait ressembler moins à un père du royaume qu'à un bourreau. Diana était assise à l'autre bout. Elle portait une robe de soie lourde d'un vert émeraude profond, un cadeau sans complexe de Dominique qu'elle avait finalement cessé de refuser. Elle était simple, dépourvue des volants ridicules populaires auprès des débutantes, mais elle lui allait parfaitement, lui donnant l'air d'une reine tenant sa cour. Entre eux se trouvait l'ennemi. Dominique ne s'était pas dérobé au scandale. Il l'avait invité à dîner. Il avait envoyé 8 invitations aux critiques les plus virulents des lettres de Colchester, y compris Lord Caldecott et le docteur Merryweather. Ils avaient accepté par curiosité morbide et par la croyance arrogante qu'il pourrait humilier le duc et sa traductrice, parvenus dans sa propre maison. Les 2 premiers plats furent consommés dans une tension polie et étouffante. Grave versait le vin avec un visage taillé dans la pierre. C'est pendant le chevreuil rôti que Caldecott laissa finalement tomber le masque. « Je dois admettre, Waverly », ricana Caldecott en faisant tourner le vin rouge foncé dans son verre. « La contrefaçon est très divertissante. Je suppose que l'écriture de fiction est un passe-temps convenable pour une femme aux perspectives limitées. » Merryweather ricana depuis son siège au milieu de la table. En effet, la syntaxe du dernier parchemin est entièrement fabriquée, une déviation complète de la structure classique. On dirait un roman à 2 sous. Diana posa sa fourchette en argent sur l'assiette en porcelaine. Le petit tintement résonna bruyamment dans la pièce caverneuse. Elle ne regarda pas Dominique. Elle n'avait pas besoin de sa permission. Et il savait qu'il ne devait pas la lui offrir. Il se renversa dans sa chaise en faisant tourner son propre vin, une lueur sombre et expectative dans ses yeux gris et froids. Il déchaînait son arme. « Docteur Merryweather, » dit Diana. Sa voix n'était pas forte, mais elle possédait une clarté acérée qui trancha les faibles murmures des hommes. Dans votre publication de 1812, concernant les avant-postes militaires de Britannia, vous avez soutenu que les lignes de ravitaillement romaines étaient impeccablement maintenues jusqu'à l'hiver de l'an 65. Est-ce exact? Merryweather cligna des yeux, pris au dépourvu. Il bomba le torse. C'est un fait historique largement accepté, oui. Fascinant, répondit Diana en prenant son verre de vin. Elle le regarda avec un dédain absolu et sans ciller, parce que, dans le 2e parchemin, Lucius détaille explicitement la corruption des quartiers maîtres à Londinium à l'automne de l'an 60. Substituez le grain par de la scierie. De plus, la syntaxe que vous prétendez fabriquer, l'utilisation fragmentée de l'ablatif, est identique à celle des tablettes de malédiction découvertes à Bath il y a 3 ans. Des tablettes que vous avez vous-même authentifiées, docteur. Un silence lourd et pénible s'abattit sur la table. Le visage de Merryweather prit une teinte violacée et marbrée. Il ouvrit la bouche, puis la referma. « Peut-être, » continua Diana, son ton conversationnel mais mortel, « avez-vous échoué à reconnaître le changement grammatical parce que vous vous fiez entièrement à des glossaires standardisés. Lucius mourait dans un temple en feu. J'imagine qu'il se souciait très peu de la congrégation patricienne appropriée pendant que ses murs s'effondraient. Les hommes terrorisés ne parlent pas en poésie, Dr. Merryweather. Ils crient. Voyez-vous. Caldecott frappa la table de sa main, faisant cliqueter l'argenterie. Il tourna sa fureur vers Dominique. Allez-vous permettre à cette femme d'insulter un érudit respecté à votre propre table? Elle ne l'insulte pas, Arthur, traîna doucement Dominique. Il prit une gorgée de son vin. Elle le démantèle. Il y a une nette différence. L'un est impoli, l'autre est entièrement nécessaire. Vous êtes un imbécile, Waverly, cracha Caldecott en repoussant violemment sa chaise. Elle vous a manipulé. Elle n'est qu'une fraude qui a mémorisé quelques tours de salon. Diana ne tressaillit pas. Elle se leva lentement de sa chaise. La lourde soie émeraude chuchota contre le plancher. Elle contourna la longue table en acajou, ses pas mesurés et calmes,
jusqu'à ce qu'elle se tienne directement derrière la chaise de Caldecott. « Lord Caldecott », dit-elle en se penchant légèrement pour que sa voix ne porte qu'aux hommes assis, figés, sur leur siège. « Si je suis une fraude, alors je vous invite à traduire l'inscription sur la bague que vous portez actuellement à votre main droite. » Caldecott se figea. Il rapprocha instinctivement sa main de sa poitrine. C'était une lourde chevalière en or qu'il prétendait être un authentique artefact romain, une pièce qu'il exhibait à chaque gala de musée. « C'est un sceau impérial, fanfaronna Caldecott, le visage pâle. C'est un décompte de marchand, corrigea doucement Diana, sa voix résonnant dans le silence de mort de la pièce. L'inscription dit « Cinque poti tres vacae » 5 porcs, 3 vaches. Vous assistez à des galas royaux depuis une décennie, en portant le reçu d'un boucher romain à votre petit doigt. Quelqu'un au bout de la table, un vieux comte du conseil du musée, laissa échapper un soudain et explosif reniflement de rire. Il se couvrit rapidement la bouche avec sa serviette, mais le mal était fait. La façade de la dignité inattaquable de Caldecott se brisa en 1 million de morceaux irréparables. Caldecott se leva, son visage un masque de pure rage humiliée. Il regarda Diana, puis le comte qui riait, et enfin Dominique, qui le regardait avec un sourire de prédateur terrifiant. Caldecott jeta sa serviette sur son assiette, tourna les talons et sortit en trombe de la salle à manger. Merryweather, pâle et en sueur, se précipita après lui comme un rat effrayé. Diana se tenait près des chaises vides, son cœur battant violemment contre ses côtes. Elle avait brûlé tous les ponts avec la société polie en moins de 5 minutes. Elle regarda le long de la table. Les invités restants la fixaient. Un mélange de choc, de peur et d'admiration réticente peint sur leur visage. Puis, Dominique se leva. Il leva son verre de vin, ses yeux gris et froids, entièrement fixés sur Diana, ignorant complètement les autres hommes dans la pièce. « À la boue », dit doucement Dominique, sa voix portant le poids d'un vœu. Diana croisait son regard. Un sourire féroce et brillant illumina son visage. Elle prit le verre de vin abandonné de Caldecott sur la table et le leva en retour. « À la boue », répondit-elle. Grave ferma les lourdes portes doubles de Waverly House. Le dernier verrou en fer s'enclencha, scellant le brouillard humide de novembre à l'extérieur. Les derniers invités du dîner s'étaient enfuis peu après la retraite humiliante de Caldecott, offrant des excuses hâtives et évitant entièrement le regard de Diana. Elle se tenait seule au centre de la bibliothèque. Le feu s'était réduit à des braises rouges incandescentes, projetant de longues ombres meurtries sur les étagères en acajou. L'adrénaline qui l'avait portée dans la salle à manger s'évaporait, laissant derrière elle un épuisement profond et douloureux. Elle traça le bord du nouveau bureau en chêne. Son bureau. C'était une illusion temporaire, un luxe acheté par un contrat temporaire. Le travail était accompli. L'argent était payé. Elle pensa à son père, un homme qui avait aimé le rythme des langues mortes, plus que les aspects pratiques de la vie. Il lui avait appris à vénérer les statues de marbre de Rome. Mais c'était Dominique qui lui avait appris la valeur de la terre sous leurs sandales. Des pas résonnèrent sur le parquet, lents, mesurés, dépourvus de la lourde cadence militaire d'un homme marchant à la guerre. Dominique entra dans la pièce. Il avait abandonné son sévère habit de soirée noire. Sa cravate pendait lâchement autour de son cou, et le bouton supérieur de sa chemise blanche impeccable était défait. Il avait l'air abattu, comme s'il venait de survivre à un siège brutal et prolongé. Pourtant, ses yeux gris étaient intensément, violemment vivants. Il se dirigea vers la table d'appoint, prit la carafe en cristal et versa 2 bonnes mesures de brandy. Il traversa la pièce et lui tendit un verre. Ses doigts effleurèrent les siens. Le bref contact envoya une décharge de chaleur à travers son sang glacé, coupant l'engourdissement de la soirée. « Vous réalisez », dit Dominique en prenant une lente gorgée de sa boisson, sa voix tombant dans le silence de la pièce, que vous êtes maintenant totalement inemployable dans la ville de Londres. Caldecott passera les 10 prochaines années à s'assurer qu'aucune académie, aucun musée ou aucune bibliothèque privée ne vous laisse approcher un manuscrit à moins de 50 pieds. Diana baissa les yeux sur le liquide ambré dans son verre. Elle prit une gorgée pour se calmer. Ça brûlait en descendant, une sensation dure et nécessaire. « J'ai 50 livres, je peux déménager dans le Yorkshire. J'ai entendu dire que les moutons sont très indulgents avec la syntaxe incorrecte. Vous deviendriez folle dans le Yorkshire en 15 jours, répondit Dominique. Il s'approcha.
La chaleur qui émanait de sa grande silhouette était une pression physique dans la pièce silencieuse. Vous avez besoin d'une guerre, Diana. Vous avez besoin d'une énigme à résoudre ou d'un imbécile à démanteler, sinon votre esprit se retournera contre lui-même. Elle leva les yeux, rencontrant son regard inébranlable. Son armure cynique, si soigneusement entretenue pendant des années, semblait dangereusement fragile. Et que proposez-vous, votre grâce? Que je reste ici, une présence scandaleuse et non officielle dans votre bibliothèque, traduisant des histoires de fantômes pendant que la société attend que vous vous lassiez de la nouveauté. Je ne serai pas une femme entretenue. Je n'ai jamais été lassé de vous, pas une seule seconde, dit-il. La rudesse de sa voix dépouilla les derniers vestiges du duc arrogant. Seul le vétéran marqué de cicatrices restait. J'ai passé les 5 dernières années piégé dans une ville pleine de poupées de porcelaine qui s'évanouissent si vous mentionnez la boue. Vous ne vous êtes pas évanoui. Vous avez pris une plume et rendu la boue immortelle. Il tendit la main, prenant délicatement le verre de brandy de ses doigts tremblants et le posant sur le bord du bureau. Il ne recula pas. Il entra directement dans son espace. Mon domaine en Cornouailles a une bibliothèque 2 fois plus grande que celle-ci, murmura Dominique, sa voix tombant à un registre sombre et intime qui lui coupa le souffle. Rempli de textes que mes ancêtres ont volés dans des endroits où ils n'avaient rien à faire. Du grec, de l'araméen, du latin corrompu. Des coffres entiers. Il faudra toute une vie pour tout cataloguer. Vous m'offrez un autre travail, souffla Diana, son cœur battant contre ses côtes. Non. Il leva ses grandes mains calleuses et encadra son visage. Ses pouces balayèrent doucement ses pommettes, sentant le pouls frénétique sous sa peau. Je vous offre un partenariat. Je vous demande de m'épouser. Diana se figea. Les mots flottaient dans l'air, lourds et impossibles. Je suis une copiste ruinée, Dominique. Je n'ai pas de dot. Je n'ai pas de pédigree. Je suis la fille d'un professeur en faillite. Si vous faites de moi votre duchesse, la chambre des lords se révoltera dans les rues. Qu'il se révolte, dit férocement Dominique. Un sourire sombre et prédateur se dessina sur ses lèvres. Nous les inviterons à dîner et traduirons leur chevalière jusqu'à ce qu'ils pleurent. Je ne veux pas d'un pedigree, Diana. Je veux une femme qui comprend que l'Empire est en train de tomber et qui se tiendra dans le feu avec moi jusqu'à ce qu'il brûle. Il n'attendit pas une acceptation polie et chorégraphiée. Il l'embrassa. Ce n'était pas une exploration douce et hésitante. C'était une collision. C'était le choc désespéré et ancré de 2 cyniques qui avaient enfin trouvé la seule autre personne au monde qui parlait leur langue. Diana agrippa les revers de sa chemise, le tirant plus près, s'ancrant à la réalité solide et inflexible de lui. Il avait le goût du brandy, du tabac cher et d'une certitude absolue. Ses bras s'enroulèrent fermement autour de sa taille, la soulevant légèrement du sol, la tenant comme s'il avait l'intention de ne jamais la laisser partir. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux essoufflés. Diana posa son front contre sa poitrine, écoutant le battement lourd et régulier de son cœur. C'était le battement de cœur d'un survivant. La Cornouaille, chuchota-t-elle, la voix rauque. Dominique enfouit son visage dans ses cheveux, inspirant profondément. Demain, nous emballons le coffret, nous prenons la voiture, et nous les laissons tous s'étouffer avec leur glossaire standardisé. Diana sourit contre sa chemise. Elle pensa à Lucius, mort dans les cendres de Camulodunum, ses mots enfin libres. Elle pensa aux 50 livres dans son réticule, et à l'encre qui tacherait en permanence ses doigts. Elle était entrée dans un coin misérable et venteux du monde, en s'attendant à disparaître. Au lieu de cela, elle avait trouvé un homme qui lui avait tendu une épée. « D'accord », dit-elle en levant les yeux vers les yeux gris et orageux du duc de Waverly. « Allons lire la boue. L'intelligence féroce de Diana a-t-elle conquis votre cœur autant que celui du duc? La véritable histoire est rarement rose. Et les meilleures romances se construisent sur le respect mutuel, pas seulement sur des danses de salon. Si vous avez aimé voir Diana démanteler les érudits les plus arrogants de Londres et trouver son égal en la personne d'un duc cynique et endurci par la guerre, alors laissez un like dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de drames historiques profondément humains et sans concession, où les héroïnes se défendent. Partagez cette vidéo avec un ami qui apprécie de voir une femme brillante obtenir exactement ce qu'elle mérite. On se retrouve dans la prochaine histoire.